Donc nous, on va parler maintenant de la restructuration de la crèche Saint-Roch. Donc c'est une crèche qui est située au 26 rue Saint-Roch dans Paris Centre, dans le premier arrondissement de Paris. Donc c'est une crèche donc qui fait partie d'un ensemble de projets de restructuration donc de crèches et de bâtiments publics. La ville de Paris a énormément de bâtiments publics qui doivent être restructurés, rénovés, etc. Donc il y a certains bâtiments qui sont rénovés partiellement et d'autres qui sont rénovés complètement, donc comme la crèche Saint-Roch ici. Donc en fait c'est des grosses opérations de restructuration de l'ensemble du bâtiment, donc sur 3 plans, le plan fonctionnel, le plan environnemental et le plan technique. Donc c'est vraiment des restructurations qui sont complètes et qui intègrent toutes les questions qu'on a pu entendre en introduction. Donc de rénovation énergétique, de performance du bâti, donc d'utilisation de matériaux biosourcés, d'intégration du réemploi dans la démarche de conception, de programmation. Donc voilà, tout ça dans le but de réduire, avec un grand enjeu de réduire la production de déchets, de réduire l'impact sur l'environnement, sur l'environnement immédiat comme l'environnement en général, avec une réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, du chantier, donc de l'ensemble du projet, et à terme aussi de l'exploitation du bâtiment, pardon. Et en plus aussi, il y a aussi des enjeux de facilité de maintenance, de facilité d'entretien de ces bâtiments. Donc c'est vraiment des questions qui sont traitées au global sur toutes ces opérations-là, et en particulier sur la crèche Saint-Roch. Donc on fait aussi le choix, donc au SAMO et particulièrement dans les opérations du secteur petite enfance dans lequel je travaille, de faire des restructurations, et donc il y a plus d'opérations neuves, donc il y a vraiment que de la rénovation de bâtiments existants. Donc ça pose aussi d'autres questions de valorisation des matériaux qui sont sur place et de ce qu'on peut conserver ou ne pas conserver. Donc ensuite, je vais vous présenter un petit peu le calendrier global de l'opération, le fonctionnement un peu du service aussi, pour bien comprendre à quelle phase en fait interviennent ces questions-là et à quelle phase on définit les différents objectifs de la ville de Paris. Donc en fait, les projets sont arbitrés avec ce qu'on appelle des comités de lancement des études, avec une première demande d'études qui émane de la direction gestionnaire, donc qui est en fait la direction qui est propriétaire du bâtiment et qui demande telle ou telle restructuration. Donc nous, là, par exemple, sur ce projet, la demande d'études date initialement d'août 2019, donc pour vous donner un peu une idée du calendrier du projet. Aujourd'hui, on est en chantier, donc bientôt sur la fin. Et donc c'est une demande d'études qui est principalement sur des volets fonctionnels. Et en fait, ça lance aussi le début des études préalables, donc les études de faisabilité, le chiffrage, le calendrier. Et donc c'est là qu'on définit les premiers objectifs qui sont liés à la performance énergétique, aux matériaux qu'on va choisir. Et donc cette étude-là initiale est validée en comité de lancement des études 2. Et c'est là qu'on lance l'opération et où on a le budget de l'opération réellement. Et donc ça, sur la crèche Saint-Roch, ça date d'octobre 2020. Et à partir de là, nous, on définit un programme. Donc à partir de l'étude préalable qui a été réalisée, on détaille en fait tous les axes de programmation qui sont à étudier. Donc là, il se décompose donc sur la rénovation complète, donc sur le plan fonctionnel, sur le plan environnemental et technique. Donc et c'est là qu'en fait on détaille tous les axes de projet du programme. Donc c'est aussi à ce stade-là qu'on réalise les premiers diagnostics, et en fait c'est là où on réalise aussi en parallèle la passation du marché de maîtrise d'œuvre. Donc après on reviendra un peu sur les étapes un peu plus détaillées et comment on intègre la réinvention des matériaux à ces différents stades-là. Et donc nous on a commencé à travailler avec Monsieur Hilléré et l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre à partir d'octobre 2021, avec des phases d'études qui durent de cette date-là jusqu'à janvier 2023 en études de conception. On a lancé les marchés de travaux
en février 2023 pour un début de travaux effectifs en septembre 2023. Et donc aujourd'hui, on est en phase de presque fin de chantier pour une livraison prévue à fin août 2025. Une fin de travaux, pardon, à août 2025. Donc pour vous expliquer un peu le fonctionnement de la DCPA et de notre service en particulier. Donc au sein de la DCPA, on est un service, donc le service de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage, dans lequel on a les projets de restructuration globaux, donc avec souvent des fermetures d'équipements. Donc typiquement là, on a une fermeture de plus de 2 ans de la crèche Saint-Roch. Donc en fait, dans ce service-là, il y a des services thématiques et un secteur méthode et ressources. Les secteurs thématiques, donc le nôtre est le secteur petite enfance, environnement et social. Donc c'est principalement des restructurations de crèches, mais pas que. Et on a aussi donc le secteur sport, scolaire, culture, qui fonctionne sur le même principe que je vais détailler. Et donc le secteur méthode et ressources avec 3 pôles, technique, marché et économiste, qui sont en fait notre service support, donc pour la passation des marchés, pour les photos, pour plein de choses. Et donc au sein du secteur même, donc dirigé par une chef de secteur, on est divisé en une phase étude, une phase opération. Et donc cette phase étude-là, en fait, par rapport au calendrier que je présentais précédemment, en fait, elle se déroule donc de la demande d'études jusqu'à la notification du marché de maîtrise d'œuvre. Donc l'élaboration du programme, les études préalables se passent dans la partie conduite d'études. Donc c'est principalement des profils d'architectes qui sont dans ce service-là. Donc on travaille en binôme, que ce soit en études ou en opération. Et en conduite d'opération, donc on passe en conduite d'opération à partir de la notification du marché de maîtrise d'œuvre, donc sur le suivi des études, sur le suivi du chantier et le suivi de la garantie de parfait achèvement. Et là, on est sur des profils architectes ou ingénieurs. Et donc, on a aussi une assistante administrative donc, qui nous permet aussi d'avoir la gestion des factures, la gestion des marchés aussi. Donc voilà, donc c'est une équipe qui fonctionne donc avec plusieurs services. Donc là vraiment, je parle seulement au sein de la DCPA. On a aussi les sections locales d'architecture qui interviennent sur les sujets bâtimentaires courants et du coup qui nous font aussi leur retour d'expérience sur le fonctionnement du bâtiment, sur l'exploitation, etc. Et donc voilà, sur la présentation de la DCPA. Donc on va dérouler l'exposé sur à peu près 5 points qui sont quelque chose qui est très timé, comme vous pouvez le voir sur un long échelonnage du temps. Donc on va commencer par vous présenter l'étude de cas et surtout le contexte, l'importance du diagnostic et l'expression des intentions qui, outre fait de faire de l'architecture avec toutes ces ambitions environnementales sur lesquelles on est obligé d'interroger le bâtiment en permanence, la façon dont on s'inscrit dans l'approche décarbonée. Et à partir de ce point-là, j'inviterai peut-être Alexandre à saisir quelques mots au bon et retrouver le champ lexical qu'il a pu développer. Ça permettra de trouver quelques passerelles. Et ensuite, vous montrer un peu plus la traduction chantier qui est en cours et ouvrir plus sur des enseignements qui peuvent rebondir également sur la première présentation, qui partait de l'échelle plus urbaine jusqu'au mobilier. Et nous, on est parti plutôt sur l'échelle de la déconstruction jusqu'au mobilier. Du coup, donc, la crèche Saint-Roch, en fait, elle est située en plein centre de Paris, au 26 rue Saint-Roch, donc près de l'Opéra de Paris. Elle est en co-visibilité de l'église Saint-Roch, qui est à toute proximité au bout de la rue. Donc c'est une crèche donc de 77 places initialement, avec une vingtaine de places en halte garderie, qui sera restructurée du coup en crèche 97 places. Donc c'est une crèche qui se développe sur de nombreux niveaux, donc ce qui est assez particulier et inséré dans un tissu très dense, avec très peu d'espace extérieur, etc. Mais je vais vous laisser peut-être. Donc on a commencé par un grand diagnostic patrimoine, étant donné que ce bâtiment n'est pas inscrit, mais est au sein du quartier entre Opéra, Pyramide, Honoré. Il se distingue par une architecture donc assez singulière, qui est celle des stations électriques de l'écriture Baltar. Donc c'est un bâtiment qui accueillait des grands transformateurs, Pyralène, etc., qui alimentaient les différents quartiers du Paris.
Après-guerre, ce bâtiment a été déserté, puis plutôt réinvesti par les pompiers pour pouvoir stocker du matériel. Et c'est en 1984 que du coup cette station électrique devient une crèche, sur lequel donc, il y a eu une opération menée par l'architecte François Meyer pour du coup restructurer ce bâtiment. Il a donc simplement retravaillé le volume sur la surélévation et une légère extension côté cour. Il a gardé la singularité de l'architecture métallique, mais néanmoins, il a quand même amené ce qui est aujourd'hui jugé comme des artifices, ou en tout cas légèrement disgracieux, des aspects plus fonctionnels qui répondaient à la demande de la destination du bâtiment, avec des menuiseries qui étaient mal proportionnées sur les façades, et surtout n'étaient pas en analyse avec, on va dire, un bâtiment bioclimatique. On est dans un Paris dense, donc on ne maîtrise pas les orientations, mais il n'a pas cherché à amener de confort, ou en tout cas, c'était pas la notion ou les aspects qu'il pouvait y avoir à l'époque. On peut retrouver rapidement ces effets d'organisation. Donc on est dans un tissu urbain très dense, avec des ensoleillements du coup qui sont difficiles à maîtriser. On a la partie attique qui avait été restructurée, qui est exposée en plein soleil et qui avait été traitée en verrière pour des surfaces d'activité qui avaient été dénommées le préau. Donc en fait, on était plus sous un solarium ou une étuve. Et un bâtiment qui donc se développe sur 8 niveaux en tout, ce qui est très singulier pour la destination d'une crèche. C'est donc un bâtiment qui n'était pas voué à accueillir des enfants initialement. On se retrouve avec des espaces très exigus, des mauvaises orientations, des soucis techniques, des pertes de surface. Donc, je vous passe un petit peu les ambiances, un grand manque d'ergonomie, beaucoup d'usages perdus à la fois pour les enfants, pour les équipes d'accompagnement. Le but du programme et des enjeux, néanmoins, c'était de tout de même augmenter la capacité du bâtiment de crèche pour la future crèche et lui amener un peu plus de confort. Donc là, Olivia va peut-être reparler plus du programme et des enjeux qu'ils ont développés pendant les années avant de nous confier le travail de restructuration. Du coup, c'est vrai que cette crèche pose des questions sur les espaces notamment. Donc ça pose des questions d'optimisation de surface pour les enfants en fait, parce que la crèche initialement en fait elle comporte une salle de bain typiquement une salle de bain centrale très grande et très disproportionnée par rapport à l'usage de la crèche, mais en fait qui répondait à des besoins hygiénistes un peu plus anciens, donc à l'époque de la restructuration initiale, et donc qui ne répondent plus vraiment aux attentes actuelles. Donc en fait, par exemple, le programme portait sur la suppression de ces salles de change là pour la réalisation de postes de change qui permettaient la visibilité, la surveillance un peu plus centrale avec la maximisation des espaces pour les enfants, la création de dortoirs, de salles de sieste qui répond aux réglementations actuelles, la création de salles de jeux d'eau. Et donc ce qu'on disait, donc maximiser l'espace dédié aux enfants, à l'accueil des parents aussi parce que c'était assez réduit, et aussi une question d'améliorer l'ergonomie du personnel, répondre à des questions de praticité, donc par exemple avec la réalisation d'un monte chariot à la place d'un monte plat qui était très peu utilisé parce que très peu pratique, pardon. Il y avait une question d'améliorer le confort acoustique de la crèche qui était très inconfortable en fait pour le personnel avec les enfants dans les salles d'éveil. Et aussi des objectifs d'accessibilité tout public, de garantir la sécurité incendie dans le cadre du projet et l'utilisation. Donc en fait on portait, je vais peut-être juste revenir sur la diapo précédente, on portait donc des enjeux fonctionnels donc que je viens de dénoncer, des enjeux bâtimentaires aussi liés à la réglementation, aussi une question importante de dépollution
qui était liée à la présence d'amiante, de plomb et de terre polluée. Mais bon, l'espace de terre était très réduit, mais de terre polluée quand même. Et donc de valoriser aussi le bâtiment existant, donc comme le disait Monsieur Hilleret, avec un intérêt patrimonial assez fort. Dans les objectifs énergétiques et environnementaux, il y avait l'objectif de réduire de moins 60% de consommation en énergie finale par rapport à une année de référence qui était 2014. Et en fait, du coup, qui était un objectif jamais programmé jusque-là, mais qui répondait à un enjeu de réduction à l'horizon 2050. D'améliorer donc les performances énergétiques du bâti et donc l'amélioration du confort thermique. Donc sur les ambitions environnementales du programme, en fait on est sur des questions qui étaient peu ou pas traitées dans les programmes précédents. Donc on innovait aussi côté maîtrise d'ouvrage sur ces questions-là. Donc en fait, on orientait le programme en donnant ces objectifs-là, sans forcément définir précisément comment on pouvait l'atteindre. En fait, on définissait aussi une collaboration avec le maître d'œuvre pour arriver à cette fin. Donc souvent en définissant, voilà, tel est l'objectif qu'on souhaiterait atteindre, mais par exemple sur les moins 60%, on l'a jamais encore atteint, donc on souhaiterait vérifier cette possibilité d'atteindre cet objectif-là. On demandait des éléments d'analyse de cycle de vie, donc qui permettaient de mesurer l'impact carbone de l'opération. On donnait quelques orientations de matériaux, mais qui étaient issus de retours d'expérience, donc mais sans forcément connaître l'ampleur possible. Et aussi, on ne pouvait pas savoir en fait à la phase programme ce qui était possible de faire sur ce projet-là. Donc en fait, on énonçait quand même des objectifs un peu détaillés sur certains points et un peu plus détaillés sur les éléments sur lesquels on avait déjà du retour d'expérience. Donc par exemple sur l'utilisation des matériaux bois et biosourcés, on avait l'objectif d'atteindre une utilisation de 30 kg de bois ou biosourcé par mètre carré de surface de plancher. Donc qui répondait à un pacte FIBOIS donc, qui a été signé par la ville de Paris en avril 2021. Et donc cet objectif-là, c'est pareil, c'était une nouveauté qu'on essayait d'intégrer dans les programmes. On ne savait pas forcément le chemin par lequel on pouvait y arriver, mais on l'annonçait aussi. Et en fait, c'est aussi pour pousser le curseur au maximum sur des éléments qu'on ne questionne pas forcément initialement dans le programme, parce que pour vous expliquer, le programme initial de crèche est quand même assez strict, parce que assez défini et assez cadré sur les différentes sur la structuration, le fonctionnel, etc. Donc on laissait peu de marge de manœuvre au maître d'œuvre, et en même temps on demandait de pousser l'exercice de l'utilisation de matériaux biosourcés, de l'utilisation du réemploi aussi, sans forcément savoir quels usages quelles solutions on pouvait trouver, mais ça fait partie des politiques publiques attendues, et donc c'était écrit sous certaines formes dans le programme. On fait aussi la passation du marché de maîtrise d'œuvre en parallèle. Et donc, sur le déroulé de la passation de ce marché-là, ça se passe avec un premier règlement de consultation dans lequel on peut définir des critères et des compétences à avoir dans le groupement. Et donc il y a des éléments qui étaient intégrés petit à petit dans les marchés. Donc il y avait déjà des marchés qui avaient été faits sous cette forme-là, mais qui étaient aussi une nouveauté et on ne savait pas forcément les réponses qu'on allait avoir. Donc par exemple sur la mission économie circulaire et bas carbone, en fait on intégrait une mission et une compétence qu'on demandait dans le règlement de consultation.
Et donc cette compétence, elle pouvait être portée ou par un BET économie circulaire, un BET spécialisé, ou par la maîtrise d'œuvre, ou par l'architecte mandataire, ou par un architecte co-traitant. Et donc ça se traduisait par une mission complémentaire dans le CCTP du maître d'œuvre. Et donc qui était quand même une mission assez succincte, mais qui comprenait un peu assez d'éléments pour que ça comprenne un peu tout. Donc que ça soit l'utilisation des matériaux, la CV, vraiment ça a balayé un peu large, et en même temps on rentrait pas forcément dans le détail de ce qui était de ce qui était atteignable, des indicateurs, etc. Et donc dans les critères de l'offre, on avait aussi des éléments donc le maître d'œuvre, les maîtres d'œuvre candidats devaient répondre sur une note méthodologique. Et donc cette note méthodologique-là, elle avait un sommaire imposé dans lequel on avait les objectifs environnementaux qui étaient indiqués, et on attendait aussi dans ces paragraphes-là des éléments sur les matériaux, sur le biosourcé, sur le réemploi, mais voilà, sans forcément attendre une réponse précise, mais d'avoir des propositions et de lancer en fait la démarche. Mais du coup, ce dont on se rend compte aussi avec cette mission-là, c'est que ça dépend beaucoup de la maîtrise d'œuvre qu'on a et de la personne qui porte le projet, donc en l'occurrence Monsieur Hilleret, et donc de l'engagement sur le sujet, de la volonté de faire et d'innover aussi, et l'intérêt pour ce sujet-là en fait. Donc pour récapituler un petit peu l'organisation du projet avec ces équipes, donc nous, maîtrise d'ouvrage DCPA, donc on a donc ce rôle d'avis sur les non pardon maîtrise d'ouvrage DFPE, donc direction des familles et de la petite enfance, donc le rôle d'avis fonctionnel, la délégation du budget. En dessous, du coup, nous on assure la maîtrise d'ouvrage conduite d'opération à la DCPA. Donc avec tout ce qui est suivi des avis, les études de faisabilité, le programme, la passation des marchés, etc. On travaille du coup pour cette passation des marchés de travaux, notamment avec la direction des finances et des achats. Et on travaille avec une équipe donc qui est composée du maître d'œuvre avec l'architecte mandataire, un architecte du patrimoine, donc ça c'est les compétences qui étaient demandées donc initialement, un bureau d'études techniques, un bureau d'études acoustiques, un bureau d'études économie circulaire du coup qui était en l'occurrence Bâtirim, et un bureau d'études pollution des sols. Donc cette équipe qui assure donc l'ensemble des études de conception, le suivi de chantier, de la réalisation, etc. Et donc on travaillait aussi avec un AMO commissionnement, donc assistant à maîtrise d'ouvrage, commissionnement avec lequel on avait un lien contractuel direct, et qui était en fait chargé de nous donner un avis sur chaque phase d'étude, et aussi en fait pour nous aider sur la compétence matériaux, performance énergétique, performance de l'enveloppe, bilan carbone, etc. Donc il nous permet aussi de définir des objectifs. Donc notamment sur la partie bas carbone, il nous a aidé à définir des objectifs en début d'opération. Et aussi, il suit le chantier, et donc il peut avoir un rôle de contrôle et d'assistance en conduite d'opération. Et donc on est assisté aussi par un bureau de contrôle technique, un coordinateur sécurité et protection de la santé, un AMO chauffage, ventilation, climatisation qui est en fait spécifique pour répondre aux attentes des services de la ville sur l'énergie, pour en fait sur l'ensemble des opérations, pour qu'on ait en fait des équipements qui soient maintenables et faciles d'exploitation pour les services qui vont assurer l'exploitation ensuite. Et enfin les entreprises travaux, donc dans notre cas sur 3 lots, donc désamiantage, déplombage, curage et dépose méthodique avec DIE et CDER, donc qui ont fini leurs travaux, un lot tout corps d'État avec CBC Service, et un lot spécifique réemploi avec l'AOSCOP, donc qui est un lot qui est particulier à cette opération et sur lequel on va revenir ensuite. Donc vous avez compris, ils ont pris 3 ans. Ils nous ont proposé une patate chaude. Et donc, on a visité le bâtiment, mais on ne s'est pas découragé.
on a décidé de répondre à cette note méthodologique et plutôt que de mettre en avant des expertises, des expériences, on a plutôt saisi l'opportunité pour montrer notre engagement dans ce projet et surtout avoir l'opportunité de développer un petit peu ce qu'on peut travailler dans l'agence depuis 15, presque 20 ans. Donc pour nous, ce qui était important et ce qu'on a tenté de mettre en avant auprès de cette note méthodologique, et visiblement ça a fonctionné, c'est que pour ce type d'enjeu, c'est le diagnostic et les intentions et de devoir réinterroger en permanence le bâtiment à restructurer, les ambitions du programme et les intentions de l'architecture et du fonctionnement. Donc on a procédé à plusieurs types de diagnostics qui sont en permanence un petit peu en dialogue et remis en discussion, d'où l'importance de faire un groupement d'architecture, d'architectes, de bureaux d'études pour avoir en permanence cette émulation par rapport à chaque expertise, en ayant toujours l'objectif de travailler pour l'environnement et une architecture plus soutenable. Donc on a le cabinet Arnoux Architectes qui nous a accompagnés, qui a fait un gros travail d'analyse de l'existant, de la restructuration de 1984, pour essayer de retirer ce qui était dégradant, conserver ce qui le méritait ou surtout sur lesquels il fallait s'appuyer. Et en même temps, dans l'ambition de réduire les déchets, c'est de ne pas tout retirer non plus et de mettre le bâtiment complètement à nu. Donc il nous a fait tout un travail comme ça d'identification et de catalogue des matériaux qui nous a permis un petit peu de nous inscrire à la fois dans l'écriture patrimoine et dans des éléments plus contemporains. Donc par rapport aux intentions patrimoine, au-delà du respect de l'écriture architecturale d'origine, on a pu également, par rapport aux premières intentions, donc comme on a pu l'évoquer, retravailler les derniers niveaux qui étaient plutôt de l'inconfort au niveau fonctionnel, retravailler les façades, étant donné que par rapport aux expositions solaires ou lumière jour, elles étaient plutôt préjudiciables pour l'usage, et redonner un petit peu de valeur aux différents matériaux, qui sont des matériaux pour la plupart naturels d'origine, avec l'emploi du zinc, de la pierre et des briques. Donc la première intention pour intervenir au minimum, c'est de dire on va retravailler, réhabiller, réisoler le double attique, retravailler uniquement les trames de menuiserie pour amener le plus de lumière possible et avoir une meilleure performance thermique, et retravailler la liaison avec la rue, étant donné que, mais également en 1984, il y a eu un entresol qui a été créé et qui, pour nous, déjà donnait un avis, on va dire, négatif à l'entrée du bâtiment et n'était pas très engageant à vouloir amener son petit enfant, même si c'était plutôt à l'échelle. On a une entrée à 2,12 m de plafond, tout fini, sous poutre. Ce qui n'est pas très facile à engager des parents à laisser leurs enfants au 5e étage par la suite. Donc on avait voilà des plateaux très encombrés, comme a pu évoquer Olivia, plus sur une culture architecturale hygiéniste. Donc on avait la salle de change, hein, qui proportionnellement approche les 25-27% de l'occupation du plateau. Tout ça pour autour de la propreté des enfants, ce qui est très important pour leur apprentissage, mais du coup était disproportionné. Une orientation des différents espaces, mais quand je dis différents, c'est-à-dire pas définis. Hein, cet espace pouvait très bien, en fonction des âges, des heures et des niveaux, être un dortoir, une salle de repas, une salle d'éveil, et pouvait changer comme ça. C'est avéré que dans les derniers temps, ils ont vite plutôt suivi le cycle du soleil pour pouvoir s'approprier les espaces. Et ils mangeaient pas au sud, ils dormaient pas au sud, et du coup, ils se sont retrouvés un peu à 15 enfants à passer la moitié de leur journée dans cet espace sur cours. Donc il fallait absolument décloisonner et désencombrer ce bâtiment. On a également le 5e étage, je passe rapidement, donc c'est cette fameuse verrière, le préau solarium. Vous pouvez le voir dans les ambiances, hein, donc à la fois on est sous verrière, très bas de plafond également, qui donne sur une faible terrasse et un espace, bon, certes baigné de lumière, mais qui du coup
en fait, soit l'hiver, soit l'été, étaient inappropriés et peu utilisés. Donc nous, la première intention, au-delà de l'aspect fonctionnel et de la répartition des locaux, c'était de décloisonner l'intégralité du bâtiment, décloisonner pour pouvoir avoir le principe, comme sur un bâtiment haussmannien qui serait restructuré aujourd'hui, essayer d'avoir un bâtiment traversant, ce qui permet d'un peu d'approprier, que ce soit par rapport aux saisons ou par rapport aux différents usages. Mettre en valeur la structure de charpente métallique qui se retrouve à l'intérieur. Vous avez pu l'apercevoir sur quelques photos. Elle ne se retrouve pas simplement en façade. Donc on a des énormes poteaux sur console en fer rifté qui sont très imposants avec des plafonds voûtants. L'idée de pouvoir recloisonner l'espace, c'était de jouer avec les transparences ou plutôt avec l'idée de la boîte dans la boîte, avoir donné un petit peu cette idée de l'échelle où on est venu investir plus un vide plutôt que de cloisonner. Je me rappelle plus du terme qu'a employé tout à l'heure Alexandre, mais c'était un peu dans la même idée sur le projet qu'il a pu mettre en place en faisant du cloisonnement plutôt par du volume à investir de type mobilier. Et il a pu avoir des réactions plutôt virulentes. Et du coup, c'est ce qu'on voulait tenter d'éviter, de plutôt pas être confronté à la notion du meuble beau ou pas beau dans la crèche, mais plutôt de la boîte dans la boîte, et ce qui passait beaucoup mieux dans le discours. Et ensuite, du coup, on est dans l'obligation, dans le respect du programme, de devoir tout de même cloisonner. Donc le but, c'était de jouer avec des cloisons vitrées pour optimiser absolument les vues transparentes et l'apport de lumière, étant donné que ces différents espaces ont aussi des multiples usages. Une salle de repos qui est notée sur le plan ou qui peut être derrière une paroi vitrée peut être un moment de lecture, un moment calme pour quelques petits groupes d'enfants dans la journée. Donc en fait, c'est plutôt baigné dans la notion d'unité. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui est défini dans le programme. On définit une unité d'éveil qui est composée d'une salle de change, d'une salle de repos et d'une salle d'éveil. Et du coup, la salle de change se retrouve toujours dans la position centrale parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre dans le programme de la crèche. Mais on l'a plutôt donc placé, pareil, sur un côté mutualisé à 2 unités. Donc ensuite, on s'attache plutôt au diagnostic environnemental. On était plus sur quelque chose de technique et fonctionnel. On va dire tous les architectes peuvent le faire. Et c'était pas forcément pour ça qu'on avait été désigné. Et c'est pas surtout ce que l'on visait dans cette opération. Donc on fait un diagnostic environnemental pour essayer un petit peu de soutirer les tenants et les aboutissants. Et surtout essayer d'établir une équation en réponse aux ambitions, où effectivement on peut avoir du pacte Fibois, de la loi Elan, de l'aspect fonctionnel, de tout ça. Et bon, c'est vrai que si on est sur quelque chose de combinatoire, je pense qu'on fait vraiment du plus, du moins, du plus, du moins. On ne sait pas trop à la fin si ça va être du moins ou du plus. Donc ce qui nous attachait, c'est surtout qu'on s'inscrit du coup dans une restructuration lourde, donc ce qui permet d'avoir un acte déjà plus sur l'architecture existante plutôt que sur la construction neuve, malgré ces contraintes. Donc bon, les contraintes, je viens de vous les exposer. Les contraintes d'usage, je viens de les aborder. J'ajouterai juste que du coup, dans ces programmes de crèche, on a des effets un petit peu exponentiels qui sont pas à l'inverse, mais à l'encontre des ambitions environnementales. C'est qu'on utilise beaucoup de matériaux durs, matériaux hygiéniques, matériaux de cloisons vitrées, de carrelage, de meubles, pas Ikea, mais de meubles très formatés. Donc tout ça, c'est un peu consommateur de ressources, à la fois pour la construction, très consommateur également d'énergie dans le sens large, hein. Ça peut aller de l'eau à l'énergie pour le chauffage, éventuellement aujourd'hui pour le rafraîchissement, pour les besoins de renouvellement d'air. Donc on est face à un usage, à un programme qui déjà nous met pas à l'aise et nous donne pas un avantage au démarrage pour remplir les ambitions. Donc les ambitions, c'est ce qu'a évoqué Olivia. Pour nous, c'est minimiser et valoriser les ressources que l'on a aujourd'hui, minimiser les déchets et essayer de trouver des impacts et les minimiser également
au-delà du programme, on ne veut pas leur faire changer tout leur programme sur toute leur crèche, mais peut-être essayer de donner un peu de grain à moudre à la réflexion qui mène déjà depuis 3-4 ans, une fois qu'on a attaqué les discussions. Tout ça, ce qu'a pu évoquer également Alexandre tout à l'heure, c'est que ça présente des limites. Il faut qu'on fasse des simulations, des calculs thermiques, des calculs réglementaires, répondre à un bureau de contrôle. Forcément, on a fait un diagnostic du bâtiment en site occupé. Donc, en fait, pendant 2 ans où on a fait le diagnostic, on n'a pas pu faire un seul trou d'une mèche de 8 mm dans le bâtiment parce que la poussière n'était pas maîtrisée. Et en plus, on avait de l'amiante, comme on avait pu l'évoquer. Donc, on a fait beaucoup de spéculations sur ce qu'on pouvait éventuellement découvrir ou les potentiels qu'on pouvait avoir. Donc, les intentions, c'est rénovation énergétique, restructuration des usages et aborder tous ces curseurs, ces vecteurs sous le biais de la démarche décarbonée. Donc là, je vais passer un peu plus rapidement pour essayer d'aborder l'étude de cas. Donc, on peut retrouver ce qui a été développé déjà depuis le début de la soirée, je pense dans les précédentes conférences ou ce que vous pouvez assister ailleurs. Donc, on s'inscrit dans la loi Elan, dans la décarbonation avec les objectifs 2030 et 2050 pour la ville de Paris. Pour nous, on détache toujours autour de l'approche décarbonée, surtout essayer de valoriser le patrimoine existant. C'est ce qui est fait par la maîtrise d'ouvrage en développant le maximum de programmes sur la restructuration. Avoir une approche autour de la basse consommation et agir sur les usages. De façon très contemporaine, on ne réinvente pas les matériaux aujourd'hui. On utilise plutôt tout ce qui va être matériaux biosourcés pour avoir le maximum de carbone stocké, ce qu'a pu évoquer également Alexandre. Et une notion plus nouvelle ou plus récente, et en tout cas pour nous qui était une des opportunités sur lesquelles on souhaitait travailler, c'est ce qu'on a appelé le carbone amorti ou compensé, c'est-à-dire réduire, recycler, réutiliser au maximum et refabriquer un peu ces nouveaux espaces de crèche pour qu'ils soient plutôt millésime 2030, 2050, peu importe les années, mais plutôt architecture soutenable. Donc, sur la démarche des besoins, simuler un bâtiment, on a des bureaux d'études, ils nous proposent plusieurs solutions. Nous, le diagnostic qu'on a pu faire, c'est que par rapport aux usages, on a énormément de besoins d'eau chaude, besoin d'énergie pour les buanderies, on fait la cuisine sur place, on a besoin de renouvellement d'air important et du chauffage. Donc le but, c'est de contrer déjà ces surconsommations. Donc on utilise des techniques courantes, on essaie juste de les combiner, de les utiliser à bon escient. Donc l'objectif, c'est sur tout ce qu'on est censé surconsommer, en récupérer le maximum et du coup d'avoir de l'énergie, on va dire, gratuite par l'usage, même si elle n'est pas gratuite, mais en tout cas, éviter d'avoir des effets pareils combinatoires de surconsommation. Donc on a utilisé de la PAC RO pour l'énergie renouvelable, des ballons thermodynamiques pour les gros usages. On a réussi légèrement à discuter avec la maîtrise d'ouvrage et notamment la DFPE autour de l'approche et du besoin vraiment de l'eau chaude en permanence sur tous les points de puisage. Parce qu'avoir de l'eau chaude pour uniquement se laver les mains ou une lingette pour un enfant, en fait, le temps de tirage que vous avez pour déjà en besoin d'eau avant qu'elle soit chaude, en fait, on estime un besoin pour une crèche de cette taille à peu près de 1500 litres jour. Donc c'est énorme. Donc le but, c'est d'avoir de l'eau chaude juste sur les besoins. Donc on a les effets de buanderie et sur la cuisine, et de réduire, avoir des points plus directs. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre forcément toujours la dernière technologie pour répondre à la surconsommation. Il y a des choses simples qui peuvent se faire, à la fois réduire les usages ou avoir des choses très très simples. Et ensuite la centrale de traitement double flux, thermodynamique également, et pareil, qui n'est pas généralisée à l'ensemble des locaux, étant donné que par rapport aux usages entre les bureaux, les locaux du personnel ou les salles d'éveil, on est sur des régimes de renouvellement d'air qui sont complètement différents. Et en fait, si on cherchait à avoir un seul système sur l'ensemble du bâtiment, on aurait des effets comme ça exponentiels de surconsommation également par la ventilation et ou le réchauffement de l'air. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est donc les matériaux biosourcés.
Donc on est dans une restructuration lourde qu'on va curer, on va éviter les déchets et surtout tout ce qui va être neuf, même si le but c'est d'en mettre le moins possible, d'avoir recours aux matériaux biosourcés. Donc ça se traduit pour ce bâtiment sur tous les travaux d'enveloppe, donc la restructuration du double attique autour de la structure bois, donc les murs ossature bois. Toutes les façades sont réalisées en façade bois dite alu bois, donc c'est-à-dire qu'on a un châssis bois qui est revêtu d'un alu à l'extérieur. L'alu s'est imposé un peu à nous, à la fois par rapport à l'écriture architecturale et le fait que pour la maintenance du bâtiment sur le R8, le bois aurait posé quelques problèmes pour l'usage du bâtiment. La distribution intérieure, donc au maximum utiliser les isolants biosourcés, minimiser au maximum le recours pour le plâtre, et donc du coup avoir plutôt des effets de cloison ossature bois. Donc le plâtre, sur les photos qui vont venir ou sur les plans, vous allez en voir encore beaucoup, parce qu'on est soumis à de la réglementation, et notamment la préfecture de police préfecture de police de la ville de Paris, et sa fameuse doctrine sur les matériaux biosourcés. C'est un combat, je ne sais pas si on arrivera un jour au moins à dialoguer avant de se battre, mais c'est pas pour tout de suite. Et ensuite, sur les finitions, pareil, le recours à des différents matériaux biosourcés, que ce soit le linoléum, les latibois, la fibre de bois, les peintures. Donc on a travaillé avec Batirim, je vais passer je pense un peu plus rapidement sur cette démarche, c'est-à-dire qu'en fait on a travaillé sur ce qu'on a appelé le jumeau numérique, enfin ce qui est appelé le jumeau numérique. Il a fallu qu'on puisse recenser, on va dire, l'intégralité de ce qui se passait dans le bâtiment, également identifier les flux qu'on allait avoir besoin en matière, que ce soit neuf ou éventuellement en gisement géosourcé ou biosourcé, et du coup de mettre tout ça un petit peu dans les flux, que ce soit entre les acteurs, la valorisation. Donc on peut voir rapidement un schéma un peu théorique, et vous pouvez voir sur la partie gauche, droite, le travail justement de recensement qui a été fait sur tous les niveaux pour essayer de tirer le maximum de potentiel du bâtiment, et de la démarche du coup autour du réemploi sur site, c'est-à-dire ce qui peut être, ce qui ne va pas nous intéresser pour le bâtiment, mais qui peut présenter un intérêt, un potentiel sur l'extérieur, ce qu'on va pouvoir réemployer, déposer et réemployer dans son état. Et la réutilisation, c'est tout ce qu'on va pouvoir transformer. Donc tout ça se traduit par ce qu'on a appelé nous les mood boards, qui revient également à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que nous, ça fait déjà 1 an et demi qu'on a diagnostiqué le bâtiment, le plan, on sait à peu près comment il va fonctionner, le client nous l'a validé, et on a cette mission un peu réemploi, upcycling, économie circulaire. On va construire, on va commencer les travaux encore dans 1 an et demi, donc la notion de gisement entre ce que l'on a sur place, ce qu'on pourrait le transformer ou ce qu'on va avoir besoin, ça reste très flou. Donc on définit des intentions à partir des matériaux que l'on peut avoir, qui sont sur des gisements plus classiques, comment on va pouvoir les traiter, les assembler. Toute cette démarche autour du mobilier qui est nécessaire à la crèche. Donc on a déjà les volumes et on essaye de voir un petit peu tous les scénarios qui pourraient être proposés par les entreprises ou sur lesquels on serait plus partisan. Donc on a les fameuses boîtes dans la boîte, c'est-à-dire que le but, la boîte dans la boîte, ça va être le gros meuble de la salle de change, c'est plus un local, c'est un meuble dans la salle d'éveil. Donc de le réaliser à partir de tout ce qu'on a pu trouver en gisement, on va dire, important dans le bâtiment, et qui, partis sur des plateformes, auraient probablement intéressé, mais étant donné que ce sont des volumes importants, on n'est pas les premiers, ce sont des rotations un petit peu récurrentes. Et donc, on se retrouve souvent à mettre des matériaux avec du potentiel, mais à considérer un peu les plateformes un peu comme poubelle de transition. C'est-à-dire que nous, on l'a transmis, il est sur la plateforme de réemploi, on a rempli nos engagements, on va remplir nos petites fiches. Et sauf que si on s'attache à savoir ce qu'est vraiment devenu le matériau 3 mois, 6 mois, 8 mois après, peut-être qu'en fait, il a fini également dans l'incinérateur. Donc, le but, c'était ça, c'est-à-dire qu'une crèche très cloisonnée dit beaucoup de portes, donc beaucoup d'huisseries. Il y avait des tubes de... Alors là, vous ne le voyez pas très bien, mais
tout le bâtiment était éclairé avec des néons indirects. Bon, c'était un style de l'époque, ça fonctionnait très bien. Sauf qu'aujourd'hui, des tubes comme ça, ça ne peut pas se transformer en autres luminaires, on ne peut pas les rééquiper. Et pour nous, ce déchet aluminium, on ne voulait pas trop le voir partir du chantier. Donc on s'est attaché à le travailler en vêture. Donc en fait, on a décliné également autour de la notion de la petite enfance. Ces vêtures sur les salles de change qui donnent directement sur les espaces de vie, avec la notion de bois, de relief, de courbe, d'arête. Et donc du coup, quand un enfant rampe par terre encore à 6 mois ou à 1 an, il ne va pas se faire trop mal sur du bois, alors que celui qui court déjà à 3 ans pourrait se faire mal. Donc du coup, on est parti plutôt sur ces éléments plus ronds, plus adoucis. On l'a décliné. Et du coup, toutes les portes étaient également vitrées. Vous allez pouvoir voir sur les premières photos, on avait énormément de verre. Donc en fait, toutes ces salles de change, l'intention, c'est de réaliser avec les vêtures de l'existant, tous les vitrages de l'existant, et de réaliser également la structure de cloisonnement en bois. À partir des néons, vous avez les vêtures. Voilà, c'est ce qui est simulé là, et puis vous verrez les prototypes par la suite. Voilà, les néons sont retravaillés pour pouvoir faire un bardage aluminium ondulé. C'est mieux qu'une nouvelle tôle ondulée qui aurait pu donner un peu de relief à cet espace. La notion d'acoustique, le but c'est d'habiller le moins possible le bâtiment. D'une, il a une singularité et son écriture architecturale, donc on voulait garder forcément les poutres visibles qui sont très structurantes et donnent une échelle aux espaces, également les voûtins. Par contre, en petite enfance, déjà l'objectif d'acoustique, même quand on fait du neuf avec du 100% acoustique, comme on peut avoir au-dessus sur les murs, le niveau sonore est très difficile à gérer. Donc il a fallu qu'on travaille sur cette notion de baffles acoustiques qui peuvent être aujourd'hui sourcés sur des matériaux recyclés ou éventuellement biosourcés. On s'est dit qu'on allait pousser le curseur un petit peu plus, c'est ce qui allait rester en fait du bâtiment et de notre intervention plus tard. Donc on voulait mettre en place cette dynamique du réemploi également sur les baffles et toutes les cloisons vitrées, c'est-à-dire que du coup le programme demande des façades aquarium partout, donc du verre, donc une ressource déjà qui nous pénalise également si on parle de bilan carbone ou de ressources. Donc on a retravaillé tout le calpinage des façades intérieures par rapport au vitrage que l'on a pu extraire de la déconstruction du bâtiment. Et donc avec des effets comme ça, pareil, qui vont nous permettre de nous adapter sur le chantier et éventuellement de pouvoir répondre en fait à la demande sans avoir recours au neuf. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai exposé, c'est je ne sais pas si c'est un terme générique ou inadapté, mais c'est un peu la frugalité de l'architecture et de l'intervention. Donc c'est essayer d'en faire le moins possible, d'avoir recours à le moins possible aux énergies, avoir des enveloppes performantes, jongler sur la notion de biosourcé ou de réemploi, valoriser l'existant. Et donc là, je vais vous balayer les traductions un peu chantier. Oui, tu voulais directement parler du sourcing? On l'aborde dans la fin. Okay. Donc on a déconstruit le bâtiment. C'est ce qu'on a appelé la dépose méthodique, parce qu'il a fallu qu'on s'attache. Alexandre parlait tout à l'heure de savoir comment on démonte une cheville bois ou n'importe. Bon, là, on n'avait pas trop cette technique ou ce savoir-faire à avoir. Par contre, on avait de l'amiante et du plomb dans le bâtiment. Donc du coup, essayer d'extraire un maximum de ressources non polluées. Il a fallu, c'est pour ça qu'on a appelé ça cette dépose méthodique, c'est-à-dire qu'on a fait des fiches méthodes sur lesquelles on s'est appuyé ensuite avec l'entreprise pour pouvoir extraire un maximum de la matière. On avait identifié donc l'équivalent de 21 tonnes au stade du diagnostic avec le jumeau numérique. Et au sortir de la déconstruction et de la dépose méthodique, l'entreprise a réussi à nous restituer 18,4 tonnes de matériaux qui sont non pas à valoriser comme un déchet bois ou en énergie à brûler, mais comme même matière à réutiliser ou réemployer.
Vous avez ici les tubes qui ont été reconditionnés, des panneaux de bois, le vitrage, les menuiseries, voilà, qui ont été déconstruites, conditionnées, triées, pour pouvoir les réutiliser par la suite. Donc là, on a réalisé le curage, la dépollution. Donc, en fait, on se retrouve avec le plateau libre qu'on espérait depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans, pour pouvoir avoir libre imagination. Mais maintenant, on est parti dans le chantier, donc on va pas repasser par l'ordinateur. On va plutôt travailler avec les entreprises, essayer de s'adapter pour retrouver nos intentions. Donc, vous pouvez voir le travail sur l'enveloppe avec la charpente bois, l'utilisation de la fibre de bois. Donc là, on est au 5e étage pour la plupart. Donc on a remplacé les verrières, donc ossature bois classique, charpente bois classique, utilisation de la fibre de bois en sarking, et ensuite les menuiseries mixtes. Donc en fait, on est parti plutôt que de remplir le vide de la structure existante et de refaire des complexes isolants par l'intérieur. On a opté pour de la façade rideau en fait qu'on a posée en applique intérieure et qui du coup nous a permis de faire à la fois les surfaces vitrées ou les surfaces pleines ou les surfaces isolées. C'est-à-dire que retravailler la façade existante, la rendre étanche à l'air, pouvoir s'y accrocher, etc. On se doutait que ça allait peut-être nous poser quelques petits soucis techniques et qu'on aurait du mal à réagir, si ce n'est à dire bon, ben, finalement on fait comme d'habitude, on refait un cadre, on refait ce qu'on appelle un tunnel, on remet une menuiserie, etc., etc. Et donc on n'allait plus maîtriser tout ça. Donc en fait on a refait toute une trame depuis l'intérieur en menuiserie mixte, et là vous pouvez voir les compagnons qui retravaillent. La problématique également de ce chantier, c'est que l'architecte il peut avoir des bonnes idées, des bonnes intentions, mais faire des nouvelles façades, de la nouvelle charpente au 8e étage dans la rue Saint-Roch qui fait 4,27 m de large, avec une école collège en face, c'est pas évident. Donc c'est tout un petit Lego de travail d'atelier, de retour sur le chantier et du coup d'assemblage. Mais ce qui a pu également, je pense, redonner le goût et l'attraction à chaque acteur, notamment à moi, d'être un peu plus au contact des compagnons sur l'assemblage et être un peu plus à l'écoute de leur savoir-faire et de leurs problèmes qu'ils ont au quotidien. Et ça, c'est la traduction du coup du upcycling, donc à travers de tout le mobilier. Donc c'est vrai que lors du diagnostic et des différents enjeux qui se présentaient à nous, on a souhaité mettre en place un lot, donc dans le cadre d'un marché public, orienté sur le réemploi et sur le upcycling. Chose que nous, on n'avait jamais fait, que personne n'avait fait de notre connaissance. Et du coup, on ne savait pas trop les acteurs qu'on allait avoir en face et comment on allait pouvoir susciter un peu d'intérêt autour de ce flou qu'on avait créé, hein, parce que les moodboards, ils peuvent être jolis ou pas, mais en tout cas, un peu comme le programme, il y a beaucoup d'intentions, beaucoup d'ambition. On définit dans les largesses, mais c'est pas très précis, et surtout qu'on arrive maintenant au temps de la construction, donc de la recherche des gisements. Donc ce travail a été fait avec la Hauscope, qui est un groupement d'architectes, menuisiers, charpentiers, chaudronniers, je ne sais plus, mais il y a Lise tout à l'heure, je pense qui représentera si elle a l'occasion. Donc du coup, on a repris le design ensemble, on a appréhendé le domaine des possibles. Ils nous ont fait des propositions de gisements. On s'est dit qu'à partir de ces gisements, voilà l'esthétique qu'on pouvait lui donner, quelles étaient les problématiques techniques qu'il pouvait avoir, comment on allait quand même satisfaire les exigences de la DFPE. Et donc c'est tout cet aller-retour autour de la matière réemployée. Et ça, c'est une vraie satisfaction, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur le design, vraiment dans sa sémantique, et un peu sur ce côté plus art et métier, et du coup à construire le bâtiment et les usages à partir de la matière et pas uniquement à partir de la technique ou du programme. Donc la traduction également de ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec les menuiseries bois qui sont retaillées, remises en musique, hein. On pourrait assimiler ça à une partition de musique qui nous refait, mais vous pouvez voir le travail du coup également d'analyse de la ressource qui doit être fait par l'entreprise. Donc sur des allèges bois,
les baffles acoustiques. Donc du coup, nous on avait, c'est vrai que on est plutôt architecte, technicien, même si on arrive à travailler à l'échelle du meuble. Mais moi, je ne fais pas de couture, et donc en fait, j'avais pas proposé du tout ça. Mais Lise a su nous montrer qu'avec des choses très très simples et le moins de manipulation possible, en fait, on allait avoir un résultat qui était un peu au-delà de nos espérances. Les fameuses cloisons vitrées, donc vous avez ici des prototypes d'allège, c'est-à-dire qu'en fait, à partir des panneaux bois, de certaines portes, d'huisseries qui nous restaient, également de bastins de chantier qui sont issus de la construction, on a reconstruit des allèges qu'on réisole. On fait un profil pour pouvoir accueillir les verres réemployés avec les différentes tablettes et les fameuses cloisons qui sont demandées par le programme, qui sont très consommatrices de ressources et en fait qu'on va venir essentiellement redessiner avec quelques recoupes de verre ou pas. Alors là, c'est un des exemples. Et le pouvoir assembler, donc ça c'est 3-4 allers-retours de relevé avec l'entreprise, c'est et pas beaucoup d'heures de recalpinage, mais beaucoup de versions. Et voilà la traduction, on dit il y a quelques semaines, pas aujourd'hui. Donc là, ce que vous voyez sur les photos, c'est la façade est créée. Les quelques éléments de plâtrerie, donc sur circulation, sont faits, prêts à recevoir tout ce qui va être réemployé. Donc, on a réussi à investir le fameux plateau libre, le structurer autour des circulations. Et aujourd'hui, on va mettre en place tous les éléments de réemploi qui vont nous donner à la fois les usages, enfin les orientations sur les usages, travailler sur la lumière et la matière biosourcée. Ensuite, du coup, étant donné que le but c'est d'en faire le moins possible, donc de créer le moins d'habillage possible, du coup, on a travaillé un peu plus sur la dynamique du low-tech, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, du coup, tout le cheminement électrique sont faits sur tube apparent, toutes les ventilations sont traitées en apparente, le minimum possible de terminaux, et ensuite en recherchant sur les différentes plateformes, etc., c'est du coup c'est de travailler sur les quelques faux plafonds que l'on doit avoir, à la fois sur des faux plafonds bois, et du coup des dalles faux plafonds comme on peut avoir ici, qui seront réemployées. Et ensuite, les matières de finition autour du linoléum et de la peinture, ça on ne sait pas l'éviter ou on ne sait pas le réemployer. Donc les différents bilans, on remplit les objectifs élan, tout va bien. L'objectif BBCA bas carbone, c'est un long travail pour pouvoir avoir un peu la combinaison de tous ces éléments, parce qu'on n'est pas forcément dans un montage de tableau très classique, donc on jongle en permanence, on interroge en permanence les fiches techniques pour s'assurer qu'on choisisse les bons éléments. Le pacte fil bois, alors on arrive à 29,37, c'était juste pour vous dire qu'on n'était pas au 30, mais on y était presque quand même. Ça c'est un travail qui est compliqué sur ce type de restructuration. On a très peu de travail sur l'enveloppe ou sur la structure, ce qui fait que le volume de bois, il est concentré sur très peu de choses. Donc on avait demandé au maître d'ouvrage de diminuer l'exigence qu'il avait fait, et en même temps aujourd'hui on est content de se dire qu'on y est proche et qu'on va peut-être y arriver quand même jusqu'à la fin. Et comme a évoqué Solène, du coup ce bâtiment a reçu le trophée du bâtiment circulaire 2024, surtout dans la catégorie bâtiment public. Et c'est là que je vais peut-être du coup vous relaisser sur le sourcing. Du coup, sur la partie, en fait, pour expliquer un peu la façon dont on a fait la passation de marché de travaux, sur la proposition du maître d'œuvre, en fait, il y avait la création d'un lot spécifique au réemploi, donc pour la réutilisation, upcycling du coup des matériaux qui étaient présents sur site et de ressources extérieures. Et en fait, du coup, on a pu faire ce marché-là parce qu'on a testé le marché entre guillemets via un sourcing des acteurs présents sur le marché, dans le domaine, dans la filière. Et en fait, c'était un sourcing cadré par la direction des finances et des achats. Donc ça reposait aussi sur la volonté de l'acheteuse du marché
représentante à la DFA, qui avait aussi cette volonté de porter la démarche collective qu'on avait. Et donc ça se traduisait par en un mois, on a testé, donc on a passé des entretiens avec plusieurs acteurs, donc une dizaine d'acteurs de la filière, avec une trame de questions définie, pour savoir si des acteurs étaient intéressés par un lot de ce type-là, quelles conditions il leur fallait pour pouvoir répondre. Donc par exemple, un temps un peu plus long de réponse parce qu'il y avait une réflexion à faire, voilà, sur les délais, sur aussi le découpage des prestations. Donc est-ce qu'il y avait des prestations qui étaient plus ou moins, sur lesquelles ils pouvaient plus ou moins répondre. Donc ça a aussi donné lieu à de nouveaux découpages. Et donc ce sourcing-là, c'est ce qui a permis, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, de se dire qu'on prenait moins de risques parce qu'on assurait une réaction en fait en face sur le marché et des entreprises pour avoir un lot fructueux, donc avec des réponses. Et donc c'est ce qui a fait qu'on a décomposé en 3 lots, donc avec ce 3e lot-là qui a été attribué à l'AOSCOP. Et du coup, ce qui fonctionne très très bien parce que du coup, on a un ensemble d'acteurs, que ce soit des entreprises, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage aussi, qui ont envie de co-construire ce projet. Du coup, ça nous permet de faire la liaison avec les enseignements de cette démarche-là qui est toujours en cours. Donc nous, côté maîtrise d'ouvrage, c'est un peu affiner les demandes du programme, les définir un peu mieux, et aussi nous avoir des indicateurs pour nous permettre de dire est-ce que c'est réussi, est-ce que c'est pas réussi, quels sont les curseurs qu'on applique, quelles sont les méthodes qu'on applique. De faire un retour d'expérience en fait aussi sur les futurs marchés, parce que du coup ça nous permet d'un peu, enfin sur les futurs programmes, ça nous permet aussi de prendre de l'information pour les futurs programmes. Donc après il y avait aussi la question du diagnostic ressources, donc qui a été fait au sein de la maîtrise d'œuvre via du coup Batirim et le jumeau numérique qu'a évoqué Damien. Et côté sur la catégorie un peu projet, nous, c'était aussi la question du stockage qui est primordial en fait sur la question du réemploi. C'est que sans stockage, on peut difficilement faire du réemploi in situ. Et c'est une question qui s'est posée pendant tout le long du projet pour savoir si on pouvait ou ne pas faire du réemploi sur ce projet-là parce qu'on avait un manque de stockage. Bon, finalement, avec un phasage un peu fin, une organisation du chantier très détaillée, on a réussi à le faire sur site. Mais voilà, ça pose quand même une question sur le projet après. Nous, les enseignements, c'est vrai que cette démarche sur le bâtiment public, ça faisait un petit peu longtemps qu'on l'attendait. On savait que ça serait pas simple, et je pense que ça sera pas simple non plus pour les suivants. C'est vrai que le marché public, au-delà de la complexité que vous avez pu voir dans les organigrammes, les prises de décision, le temps qui est pris autour des intentions, à la fois la réglementation change un peu toujours, pas forcément toujours dans le bon sens, et la notion de gisement ou d'émulation autour du réemploi, c'est vrai que du coup, on a dû faire un travail un petit peu ex nihilo de ce savoir-faire. C'est pas nous qui allons réaliser les éléments. C'est vrai qu'aujourd'hui, on serait plus dans une dynamique de coopération, en tout cas, ou de réponse à ce type de marché, plutôt avec des structures comme on a pu avoir sur l'AO. C'est vrai que le sourcing a été un petit peu compliqué, ambitieux. Il n'a pas forcément été très fructueux, étant donné qu'in fine, on a eu deux réponses à ce lot-là. Donc on avait pris un risque pour l'avancement du chantier. Mais en même temps, celui qui a été retenu correspondait complètement au profil qui était recherché. Donc c'est plutôt une chance pour nous de pouvoir avoir développé jusqu'au bout, même si le chantier n'est pas fini, cette dynamique. Et donc pour terminer, tout ça, ce que vous avez pu voir, c'est que c'est un gros travail d'équipe, ça mobilise beaucoup de personnes. Il faut un engagement fort de chacun, une addition des compétences, et du coup c'est toutes ces intentions qui doivent se renforcer. C'est vrai que le travail d'un architecte ou de son agence, il peut se retracer dans l'historique et dans tous ces engagements, mais en fait chaque chantier est le travail d'une seule équipe, et que du coup malgré les scénarios que l'on peut y envisager,
les résultats sont pas tous les mêmes. Et donc j'en profite pour d'une remercier Olivia et la ville de Paris. C'est une cohésion très intéressante et surtout avec beaucoup d'affinités sur le chantier. Le travail forcément de tous nos experts qui savent nous accompagner et respectent tous les engagements, et les entreprises qui ont pu mettre en avant notre démarche et surtout mettre en avant leur savoir-faire pour avoir un résultat, je pense, qui sera plus que honorable et satisfaisant. Et j'en profite pour féliciter le travail de l'agence qui est engagée dans la construction bois et le réemploi depuis plus de 15 ans. Mon premier bâtiment, c'est à l'Institut du Bois à Bordeaux, avec le réemploi de tout le bois des pins des Landes de la tempête Klaus, sur lequel on a réutilisé, on a travaillé avec une scierie, donc c'était déjà l'histoire qui naissait, mais je ne savais pas que j'en arriverais là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.